Bonjour les amis. Les événements que nous vivons, à savoir l'épidémie de coronavirus, m'ont donné l'idée de relire La Peste qu'Albert Camus a publié en 1947. Je vous présente ce livre car il me paraît judicieux de le confronter avec nos préoccupations actuelles. Fort heureusement, notre virus ne saurait être comparé avec le bacille de la peste, qui, dans les temps anciens, tuait gaillardement un tiers de la population. D'ailleurs, Camus, avec la citation qu'il place en exergue de son roman, nous avertit qu'il s'agit d'une allégorie et non pas d'un récit historique. L'action se situe à Oran, ville que l'auteur connaît bien, car il est né en Algérie en 1913. Il définit Oran comme un lieu neutre, une cité sans âme, où on se préoccupe surtout de commerce et de faire des affaires. Enfin, une ville moderne, où seul l'argent compte. Le personnage principal, Rieux, est médecin. C'est lui qui découvre le premier rat agonisant dans l'escalier de son immeuble. Les rats quittent leurs abris, les caves, les greniers, les égouts, pour venir mourir à l'air libre. Ce faisant, ils libèrent des milliers de puces dont ils sont porteurs, puces qui vont transmettre l'infection. Devant cette situation, l'administration de la ville délibère longtemps avant de prendre les mesures qui s'imposent. Quand enfin la ville est débarrassée de tous les rongeurs, on se croit tiré d'affaire. Mais ce sont les gens qui commencent à présenter les symptômes caractéristiques de la peste, d'affreux bubons. Rieux et ses collègues font le bon diagnostic, mais l'administration, prévenue, tergiverse et refuse le plus longtemps possible de nommer la maladie. Les habitants sont incrédules et refusent égoïstement de prendre les mesures qui s'imposent. Comment aurait-il pensé à la peste qui supprime l'avenir, les discussions, les déplacements? Il se croyait libre. Mais personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux, nous dit Camus. Enfin, le préfet accepte de reconnaître la réalité, ce qui l'oblige à prendre des décisions draconiennes et à appliquer les graves mesures de prophylaxie prévues par la loi. On placarde des affiches pour avertir la population. L'épidémie s'étend inexorablement. Alors, avec l'autorisation de la capitale, car à cette époque l'Algérie c'était la France, la ville est complètement bouclée. Nul ne peut sortir et les communications avec l'extérieur sont interrompues. Les Oranais sont prisonniers chez eux, face à la peste qui investit toute la ville. Toutes les semaines, les journaux communiquent le nombre de morts. Il y a des restrictions sur le commerce et la circulation. Rieux et les autres médecins ne peuvent endiguer le fléau, faute de remèdes appropriés. Ils isolent les malades et mettent en quarantaine ceux qui vivaient à leur contact. Il y a aussi un vieux toubib qui travaille à mettre au point un sérum à partir du bacille. Mais ces efforts ne donneront que de faibles résultats à la fin de l'épidémie. Le tourisme et l'hôtellerie sont ruinés. Certains tentent de fuir la ville. Alors les journaux publient des décrets qui renouvellent l'interdiction de sortir et menacent de peine de prison les contrevenants. Des troubles éclatent, la ville est mise en état de siège et le couvre-feu est imposé. Séparés de leur famille, les malades meurent seuls. Les cérémonies funéraires sont réduites au minimum et le cimetière devenu trop petit, elles sont supprimées. Et bientôt les morts sont entassés dans des fosses communes. Je reconnais que ce n'est peut-être pas une bonne idée de vous inciter à lire ce livre par les temps qui courent. Mais pour détendre l'atmosphère, Camus mentionne une progression de l'alcoolisme en vertu d'une idée répandue, comme quoi l'alcool préserve des maladies infectieuses. On répète un slogan, le vin propre tue le microbe. Aujourd'hui, certains pensent que la nicotine aurait un effet dissuasif sur le virus. Enfin, comme un feu qui a dévoré tout ce qui était combustible, la peste abandonne sa proie.
J'en ai terminé avec le récit des événements qui constituent la trame du livre. Il me reste à évoquer les principaux personnages qui incarnent les différentes attitudes que peuvent adopter les hommes face à une telle calamité. En analysant le livre, j'ai repéré 3 thèmes qui sont traités tout au long du texte. Il y a le thème de la problématique de l'écriture, et le thème de l'homme confronté au mal, et enfin celui de la signification de cette allégorie. En ce qui concerne l'écriture, le médecin Rieux, qui est le narrateur, est confronté au fait qu'il rapporte une situation dans laquelle il est impliqué. Alors tous ses efforts tendent à assurer sa position de neutralité pour accomplir un travail de mémoire impartial et s'affirmer comme l'historien de la peste. Un autre personnage se consacre à l'écriture. C'est un brave fonctionnaire qui passe son temps libre à la rédaction d'un roman qui, pense-t-il, le fera entrer dans la littérature. Il souhaite que son œuvre provoque l'admiration de ceux qui la liront, dès la première phase, en raison de sa perfection. Et voici cette phrase. Par une belle matinée du mois de mai, une élégante Amazone parcourait, sur une superbe jument alezane, les allées fleuries du bois de Boulogne. Mais il lui semble qu'il peut améliorer cette phrase, et pendant des mois, il a couvert plusieurs pages de variantes. Et sa quête de la perfection, en fait, le rend impuissant. On voit que Camus s'amuse gentiment aux dépens d'une certaine littérature bourgeoise pour laquelle la réalité n'est envisagée qu'à travers une brume qui se veut poétique. À la fin du livre, le brave homme annonce qu'il a tranché dans le vif en supprimant tous les adjectifs. En effet, quand on y réfléchit bien, il n'y a rien de plus problématique qu'un adjectif. Car que faut-il entendre par belle matinée? Que l'air est frais, qu'il fait soleil, qu'une légère brise fait circuler des senteurs printanières. Allez savoir. L'adjectif appelle l'adjectif, et on n'en sort pas. La peste soit des adjectifs, tel est le conseil donné à tous ceux qui écrivent. Le thème de l'homme confronté au mal oppose un religieux, le père Paneloux et Rieux. Paneloux organise une semaine de prière et prononce un serment dans la cathédrale lors de la messe du dimanche. Il invective ses fidèles, leur reproche leur tiédeur, leur morale élastique. Dieu leur a longtemps pardonné, mais sa patience est à bout. Il ne les protège plus. Privés de la lumière de Dieu, nous voici pour longtemps dans les ténèbres de la peste. Il situe l'origine du mal dans la part d'ombre qui habite en chacun de nous. Dans un autre sermon, il aborde la question de l'innocence martyrisée, car les enfants aussi meurent de la peste. Il déclare « S'il est juste que Don Juan soit foudroyé, on ne comprend pas la souffrance de l'enfant. » On voit bien que Camus reprend ici l'argument de l'athée qui dit « Si votre Dieu est bon, comment peut-il tolérer la souffrance des innocents ?» Face à cette objection, Paneloux se réfugie derrière le côté mystérieux de la providence que nous devons accepter. Il termine en affirmant « Mes frères, l'instant est venu. Il faut tout croire ou tout nier. Et qui donc, parmi vous, oserait tout nier ?» Camus veut nous montrer qu'il n'y a pas de troisième voie. Si nous sommes croyants et acceptons tout ce qui nous arrive, soit nous nous révoltons contre un monde chaotique où les interrogations des hommes ne trouvent pas de réponse. Cette absence de réponse est précisément ce que Camus, en d'autres ouvrages, définit comme l'absurde. Rieux est conscient de la faiblesse de ses moyens. Il sait que le bacille ne meurt jamais, qu'il peut s'effacer du paysage humain et ressurgir à la faveur de circonstances propices, mais il se bat chaque jour avec obstination.
Il adopte l'attitude de Sisyphe, condamné à hisser un rocher qui sans cesse retombe. Souvenons-nous de la dernière phrase du Sisyphe de Camus. Il faut imaginer Sisyphe heureux. L'humanisme de Camus exclut toute transcendance et se fonde sur l'acceptation de l'absurdité de la condition humaine et le courage d'y faire face. En cela, il se démarque du révolutionnaire, disposé à exterminer ses ennemis au nom de valeurs supérieures. Ce qui nous amène à la question du sens que l'on peut donner à cette allégorie. On a pu y voir une évocation de la France sous l'occupation allemande. Il est vrai que le comportement de certains personnages du roman se prête à ce rapprochement. Nous trouvons le collaborateur, qui trouve que la peste lui permet d'échapper aux conséquences de ses actes. Nous trouvons celui qui veut s'enfuir à l'étranger, car il ne se sent pas du tout concerné. Et puis le roublard, qui en profite pour s'enrichir en faisant du marché noir. Et bien sûr, le résistant, en la personne de Rieux. En fait, la clé de cette allégorie est donnée dans le roman à travers les déclarations de certains personnages. Par exemple, Tarou, fils d'un avocat général qui prononçait des condamnations à mort, raconte qu'il s'était engagé dans un mouvement révolutionnaire qui fusillait beaucoup pour qu'on ne fusille plus. Quand il prend conscience de la supercherie, il décide alors d'être toujours du côté des victimes. On sait que Camus a milité pour l'abolition de la peine de mort, mais il est mort trop jeune pour l'avoir exclu du droit français. Par ailleurs, il n'a cessé de lutter contre les idéologies et les abstractions qui détournent de l'humain. C'est pourquoi, alors qu'il fut résistant pendant la guerre, et se fut toujours défini comme un homme de gauche, il s'est opposé au marxisme et au totalitarisme soviétique. Cette position d'ailleurs est à l'origine de sa rupture avec Sartre. Sartre, qui désapprouvait la justice bourgeoise, mais encourageait le meurtre des oppresseurs et déclarait « Tout anticommuniste est un chien ». Pour Camus, les événements de la Seconde Guerre mondiale font partie du passé. Ils se sont heureusement achevés lorsque les peuples d'Europe de l'Ouest ont retrouvé la liberté. En 1947, lorsqu'il écrit La Peste, c'est en pensant au stalinisme qui, au nom du rôle rédempteur du prolétariat, écrase les peuples d'une main de fer. Il voit dans ce régime une tyrannie qui nie l'humanité au nom de principes supérieurs. Tel fut le combat de Camus qui disait « Je n'ai qu'un devoir, c'est celui d'aimer ». C'est mon interprétation du livre. Je me trompe peut-être, à vous de me le dire. J'espère que nous avons passé un bon moment ensemble et n'hésitez pas à me laisser un commentaire.